réellement, qu'est-ce que ça change de le rejeter? Ça ne change rien, c'est ce que je vous explique. Je vous explique que ça ne change rien. Voter, rejeter les comptes, le fait que l'Assemblée nationale rejette les comptes n'a pas d'implication juridique sur les comptes en question puisqu'ils ont déjà été exécutés. C'est un vote symbolique et politique. C'est un vote politique. L'Assemblée nationale dit ce qu'elle pense de la manière qu'a eu le gouvernement de gérer budgétairement le pays. Et en même temps, le gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez que ça change? Le gouvernement qui a exécuté ce budget, c'est le gouvernement d'Elisabeth Borne. Je vous rappelle qu'elle est plus au pouvoir depuis quoi 8 mois 10 mois. C'est pour ça que la loi de règlement, c'est une loi qui est très peu intéressante. C'est une loi qui, chaque année, normalement, en principe, sous la Ve République, avec le fait majoritaire, la loi de règlement, c'est une formalité. Hein. On n'en parle même pas dans les médias. Hein. Tout le monde s'en branle. Qui se souvient d'Elisabeth Borne? J'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Ah non, 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 Elisabeth Borne, c'était l'année dernière. Hein. Elisabeth Borne, elle a été au pouvoir jusqu'au tout début janvier, je crois. Je sais plus, Gabriel Attal, il a pris le pouvoir quelle date? 5 janvier 7 janvier, je sais plus. Hmm. Donc, donc voilà, c'était mon interaction avec Eric Woerth il y a une heure. Ah, une nomination le 9 janvier, ouais. Merci, merci Defecator. Elle a été recasée où, Elisabeth Borne? Elle n'a pas été recasée, Elisabeth Borne, elle a été élue députée de la Nation dans le Calvados. Et elle est actuellement en concurrence avec Gabriel Attal pour la présidence du parti Ensemble pour la République. Apparemment, ça chauffe entre les deux anciens premiers ministres. Est-ce qu'elle vapote toujours dans l'Assemblée? Je sais pas. Dans l'hémicycle. Ils vont faire une primaire. Je sais pas s'ils vont faire une primaire, j'en sais rien. Je pense que ça va être réglé par Emmanuel Macron. Bah, c'est le parti présidentiel, donc techniquement, c'est un peu le président qui décide. Tu le connais ou il a répondu à quelqu'un qu'il ne connaît pas et qui lui pose une question technique et juridique d'un budget? Ah non, je le connais pas, Eric Woerth. J'ai jamais rencontré Eric Woerth, moi. Hein. Je suis juste un passant dans la rue comme ça, je l'ai reconnu, je suis allé le voir, je fais excusez-moi. Vous êtes en train d'attendre votre taxi, vous avez une minute, je peux vous poser une question? Et il m'a fait ouais, ouais, allez-y, allez-y. Est-ce que le parti va disparaître après la présidence de Macron? Bah non, l'UDF n'a pas disparu après Giscard. Le PS n'a pas disparu après Mitterrand. Hmm. Euh, Est-ce que LFI disparaîtra après Mélenchon? C'est une bonne question, ça. Bah non. Pourquoi il disparaîtrait? LFI n'appartient pas à Mélenchon, LFI appartient à ses militants. Il y a un doute là-dessus. Ça reste possible que le parti éclate après lui. Ah bah ça oui, ah bah là, bah oui. Éclatement, scission, division, etc. Ça s'appelle la vie politique française, les amis. Ça a quel statut juridique un parti politique? Un parti politique, c'est très 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 similaire à une association loi 1901.
en termes de statut juridique. C'est juste que les partis ont en plus que les associations des obligations en matière de financement. Il y a des spécificités du financement des partis politiques, que ce soit les adhésions, alors les adhésions c'est assez peu réglementé, mais surtout les dons et les financements par l'État, c'est un peu particulier. Mais sinon, un parti, vous savez, c'est une assoce, hein, techniquement. Un parti politique, c'est rien d'autre qu'une association de citoyens qui se donnent deux objectifs: élaborer des propositions dans le débat public et présenter des candidats aux élections. C'est ça un parti politique. Après, ils s'organisent comme ils veulent, ils se structurent comme ils veulent, il n'y a aucune obligation, il n'y a pas de... Il y a une totale liberté, heureusement d'ailleurs, hein, de l'auto-organisation des partis. Les partis n'ont pas l'obligation d'être démocratiques, ils n'ont pas l'obligation de se fédérer localement, ils n'ont pas du tout l'obligation d'avoir un seul chef. On peut imaginer des coprésidents. D'ailleurs, il y a plein de formules. Il y a des présidents, il y a des secrétaires nationaux, des secrétaires généraux, des premiers secrétaires. Voilà, les partis font ce qu'ils veulent. Est-ce qu'un parti politique en France pourrait faire comme Trump, lancer une crypto-monnaie pour se financer? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, je ne suis pas un spécialiste du financement des partis politiques. Il y a une organisation, il y a un organisme qui s'appelle le Conseil national du financement des partis politiques, le CNCCFP. Comité national, bref, vous avez compris quoi. Qui s'occupe de checker les comptes de campagne des candidats, et il y a des lois qu'il faut respecter qui sont assez précises. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez en termes de financement. Est-ce qu'il faut obligatoirement un certain budget pour pouvoir être éligible? Absolument pas. Absolument pas. Vous pouvez vous présenter aux élections sans budget. Bon courage pour être élu, mais vous pouvez, il n'y a pas d'obligation. Par contre, il y a des règles, notamment des plafonds de budget maximum. Il y a des plafonds, mais vous n'avez pas le droit de dépenser plus de temps pour une campagne. Et le temps, il est défini par la loi, en fonction de la mairie où vous vous présentez pour les municipales, en fonction de la région, en fonction de la présidentielle, machin, etc. À la différence des États-Unis. Comme vous le savez, aux États-Unis, il n'y a pas de plafond. D'ailleurs, je crois qu'on a battu un record d'ores et déjà dans la campagne américaine. Comment elle s'appelle Kamala Harris a récolté plus d'1 milliard de dollars en quelques mois. Donc c'est une somme symbolique où moi je me souviens, il y a plusieurs années, les gens se demandaient où est-ce qu'on va aller, quel sera le premier candidat à la présidentielle américaine à atteindre le milliard de dollars de budget. Et ben a priori c'est Kamala Harris qui a réussi la première. Elle dépense des sommes absolument faramineuses dans les États, les swing states, pour essayer de l'emporter. Biden avait dépensé 1,3 milliard. Ah ouais? Biden avait dépensé 1,3 milliard? Je croyais que Biden et Trump, ils étaient en dessous du milliard. Justement que c'était la somme symbolique qu'ils n'avaient pas... Bah, peut-être que je me trompe alors, c'est possible. En France, c'est plafonné. Ah oui, en France, c'est plafonné. En France, c'est plafonné. Si vous vous présentez à l'élection municipale de votre ville, la loi vous oblige... Alors déjà, elle vous oblige de tenir les comptes, elle vous oblige de nommer un mandataire financier, elle vous oblige de tenir une comptabilité extrêmement précise de tout ce que vous dépensez, avec les factures, avec les machins, etc. Tout ça sera scruté, et vous avez l'obligation absolue de dépenser tel montant. Ouais.
Une élection présidentielle en France, pour ceux qui se posent la question, une élection présidentielle en France, de mémoire, c'est plafonné à 22 millions d'euros pour un candidat du premier tour. Et ceux qui sont qualifiés au deuxième tour peuvent aller jusqu'à 24 ou 25 millions, un truc comme ça. Et il y a un certain Nicolas Sarkozy qui a décidé de se passer de cette loi et qui, selon les révélations qui ont été faites par Fabrice Arfi dans Mediapart, de mémoire... Non, c'était Davet et l'homme. Je me souviens plus, bref. Les journalistes d'investigation ont mis à jour des dépassements qui se comptaient en millions d'euros, avec un système de double comptabilité pour cacher les dépassements. C'est la fameuse affaire Big Malion. Pour les mairies, en vrai, c'est assez carré. Pour les présidentielles, c'est différent. Si, par exemple, tu arrives à faire tout sous-chiffré par tes copains. Eh bien, non. Figure-toi que non. Le CNCCFP peut faire des recalibrations dans ton budget. Je te donne un exemple. Si tu payes une prestation dans ta campagne, tu fais une campagne politique, tu fais une campagne électorale, et tu as un copain qui possède une salle de réception. Tu vas utiliser sa salle de réception pour faire un meeting, et comme c'est un copain, il va te faire un petit tarot un peu sympa, il va te faire un prix un peu en dessous, voilà, pour te faire plaisir, c'est cadeau. Et bien ça, le CNCCFP va requalifier le prix en disant attention, vous avez payé pas assez cher par rapport au prix du marché, donc on va recalibrer le prix au prix du marché, et on va considérer que la différence de prix, c'est un don à votre campagne qu'a fait votre copain. Et c'est pour ça qu'il faut faire gaffe, parce que si les gens se mettent à requalifier des trucs qui ont été faits gratos en don, bah vous pouvez vous retrouver à dépasser le plafond. Si c'est ta salle de réception, tu n'as pas le droit de te faire gratis. Non. Non, non. Non, non. Si tu es propriétaire de la salle de réception, tu dois te faire une facture à ta campagne, au nom de ta campagne électorale, qui doit payer le prix. Il faut qu'il y ait un versement bancaire, il faut que ce soit carré, un chèque, une carte bleue, je m'en branle, mais il faut qu'il y ait une traçabilité de tout, c'est obligatoire. Elles servent à quoi ces règles s'il se passe rien quand elles sont pas respectées? Bah, et les annulations d'élections alors? Tu crois que c'est quoi? Si la CNCCFP détecte des malversations ou des erreurs ou des je sais pas quoi ou des tricheries dans les comptes, elle saisit le procureur, et le procureur il peut prononcer, pas le procureur pardon, mais le juge peut prononcer l'annulation de l'élection. C'est déjà arrivé plein de fois. Il y a des campagnes municipales qui ont été annulées, où le vote a été annulé parce que, bah non, il y a un des candidats qui a triché, donc en fait, on va refaire l'élection, c'est reparti. Je me souviens d'une élection à Paris pour une candidature, pour une législative dans une circonscription dans le 20e arrondissement. Il y avait une dizaine de candidats qui étaient candidats, hein, voilà, des candidats de partis très connus, des candidats indépendants, des candidats solos, voilà, bon, il y avait une dizaine de candidats. Et parmi les candidats, il y avait un mec ultra chelou. Mais un mec qui faisait n'importe quoi. Un espèce de dégénéré, un mec chelou qui a fabulé des conneries, qui avait un blog sur internet et il s'était déclaré candidat, mais il avait rempli le dossier à moitié. Enfin, c'était trop chelou. Je me souviens que les autres candidats, il y avait certains autres candidats dans la circonscription qui avaient prévenu le procureur pendant la campagne en disant il y a ce mec chelou là qui est candidat, mais en fait c'est pas officiel, on comprend rien, il fait campagne, il colle des affiches et tout, c'est trop bizarre, what the fuck quoi. Morale de l'histoire, le procureur fait rien, la justice fait rien, la police fait rien, etc. L'élection a lieu. Et la candidate qui est élue députée se fait attaquer en justice, où on remet en cause son élection, au motif que le mec chelou, là, il a déposé des bulletins dans certains bureaux de vote. Mais pas dans tous.
Enfin, c'était trop chelou, quoi. Il était venu genre physiquement, il était venu avec des bulletins, ils avaient mis sur les tables et tout. Enfin, bah, la morale de l'histoire, c'est qu'il y avait des gens qui avaient voté pour lui et que du coup, l'écart de voix, à cause de ces bulletins à la con, là, qui auraient pas dû être là, bah, l'écart de voix a fait qu'il y avait un doute sur le résultat de l'élection. Et bah, l'élection a été annulée. Et je me souviens, la candidate, elle était pas candidate, elle était députée. La meuf, elle avait été élue députée. Et elle était furax. Elle était en mode, mais putain, j'ai prévenu le procureur pendant la campagne, avant que le truc ait lieu, j'ai dit attention, ça va foutre le bordel, c'est n'importe quoi ce candidat, il faut mieux réguler, il faut faire attention et tout. Et la meuf se fait annuler son élection de députée. Alors qu'elle avait rien fait de mal. La meuf avait rien fait de mal. Et elle avait fait une campagne normale, elle avait respecté les règles et tout, mais juste qu'il y avait un connard qui faisait n'importe quoi, bah ça. Bah, niqué. Annulation d'élection. Et in fine, elle n'a pas été réélue. In fine, elle n'a pas été réélue. Parce qu'entre-temps, NUPES, tout ça, enfin bref, ça va être... Bon, de toute façon, c'est toujours le bordel dans le 20e, mais... Quel recours elle avait? Aucun. 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 Quel recours? Elle avait rien fait de mal. La meuf, elle était élue députée. Mais je suis députée, tu vois, elle était à l'Assemblée et tout. Et finalement, elle dit, ah non, excusez-nous, en fait, on va refaire l'élection. On va refaire l'élection parce que... Il y a un mec chelou qui a fait n'importe quoi. Voilà, c'est un exemple. Évidemment, ça arrive pas dans toutes les circos, etc. Mais vous voyez le genre de truc carré, machin. C'était pas un mec sous une fausse identité ou un truc du genre? Si. Si, 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 si. Je me souviens plus des détails du bonhomme, mais c'était un mec avec une fausse identité qui s'était présenté à l'élection. Il avait rempli les documents à la préfecture. La préfecture avait mis un temps fou à répondre. Normalement, ils auraient dû lui dire non. Tu vois? Mais la préfecture a pas répondu. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé en préf, mais... Mec gelou bien payé par des adversaires politiques. Ça, j'en sais rien, je sais pas, je peux pas affirmer, j'en sais absolument rien, je crois pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Russie, en Russie, le parti de Vladimir Poutine, qui s'appelle Russie Unie, ils sont spécialistes d'une magouille un peu particulière aux élections, notamment les élections locales, les élections municipales. C'est que quand il y a un opposant à Poutine qui se présente dans une mairie, le parti de Vladimir Poutine va présenter des homonymes du mec dans la même ville. De manière à ce que les électeurs, quand ils vont voter, ils savent pas quel bulletin ils doivent prendre s'ils voulaient voter pour machin. Voilà. Facile, hein? Et en gros, ouais, c'est ça, c'est le parti Russie Unie. Ils prennent l'annuaire de la ville. Ils regardent tous les gens qui s'appellent pareil que le mec. Et ils vont leur rendre une petite visite. Et ils leur disent, bon bah voilà, monsieur, on vous propose un truc, on vous file un truc, genre ça peut être un peu d'argent, ça peut être un appart, c'est de la corruption, donc voilà, bon, on vous file un truc, et en échange, vous êtes candidat à la mairie. Rassurez-vous, monsieur, vous serez pas élu, hein, c'est pas le but. De toute façon, c'est pas le but, vous serez pas élu. D'ailleurs, vous n'avez rien à faire. On s'occupe de tout. On s'occupe des bulletins, on s'occupe de... Non, 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 vous inquiétez pas. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de faire campagne, on s'en branle, c'est pas le sujet. Le but, c'est que dans les bureaux de vote, il y ait des bulletins avec des homonymes, et on sait pas lequel prendre, voilà. Il vaut mieux pas qu'il refuse le gars. Effectivement, quand t'as des gens de Russie Unie qui viennent frapper à ta porte, à mon avis, tu fais glups et tu obéis. Et tu acceptes la petite liasse de billets qu'on te propose plutôt que d'avoir les pneus de ta bagnole qui sont crevés. Mais encore, ça c'est soft. C'est pas Russie Nouvelle, le parti de Poutine? Ah, peut-être. Peut-être que ça a changé de nom. Je me souviens de l'époque où ça s'appelait Russie Unie, mais ça a peut-être changé de nom, t'as peut-être raison. Russie Nouvelle, oui. Peut-être, peut-être, je sais pas. Hmm. Il y a rien pour pouvoir faire face à ce genre de cas de figure. Ça dépend des élections, mais en France, vous savez, il y a des bulletins. En France, on a des bulletins qui sont en couleur. On a des bulletins avec des photos.
Ça dépend des élections. À la présidentielle, on n'a pas ça, mais pour les élections législatives, pour les régionales et tout, vous savez, on a des bulletins avec le logo du parti, par exemple. Et ça, c'est la garantie, en fait. Il est interdit d'utiliser le logo d'un parti qui n'est pas le tien sur ton matériel de campagne. Donc, tu dis à tes électeurs, allez voter avec le bulletin sur lequel il y a le logo du parti. Et ça, au moins, ça a le mérite d'éviter ce genre de truc. Après, le logo LR, il était présent de façon parfois abusive. Ah, ça, les Républicains. Qui était à la tête des Républicains, tout ça, qui sont les candidats officiels des Républicains, tout ça. Parfois, vous avez raison, parfois c'est compliqué, parfois il y a... Ouais, 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 ouais. Bah, c'est pareil pour le Parti Socialiste, hein. Le logo avec le point et la rose, il a été utilisé par beaucoup de gens. Pareil pour le NFP avec Corbière et les dissidents. Alors pour le coup, je suis pas sûr que le NFP soit une marque déposée. Je suis pas sûr que... T'as le droit d'écrire Nouveau Front Populaire. Ça, d'ailleurs, ça a déjà été le cas dans plusieurs élections législatives. C'est des gens, ils écrivent sur leur affiche qu'ils ont l'intention de soutenir, par exemple, le nouveau Front Populaire. Donc tu écris Nouveau Front Populaire, t'as le droit. Alors ça, le NFP ne peut pas t'empêcher, ça. Peut-être que le logo, ça peut être un peu difficile, mais par contre, tu peux écrire machin. Je me souviens des candidats qui écrivaient majorité présidentielle. Alors qu'ils n'étaient pas le candidat officiel du parti du président. C'était des candidats qui se présentaient en candidature spontanée, mais qui disaient, si je suis élu député, je siégerai avec la majorité présidentielle, je soutiens la majorité présidentielle. Et du coup, ça faisait gueuler et tout. C'est les mecs qui disaient, vous avez pas le droit et tout, bah si, j'ai le droit. Ruffin, il avait sa propre DA du NFP. Bah voilà, ça c'est pas interdit. On se souvient le désarroi de certains électeurs RN qui ne voyaient pas le nom de Bardella aux dernières législatives. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai, il y a eu pas mal de témoignages de bureaux de vote dans lesquels il paraît que des gens venaient en disant bonjour, je trouve pas le bulletin de Jordan Bardella. Comment je fais pour voter Jordan Bardella? Du coup, il fallait leur expliquer poliment que c'est une élection législative, donc on élit des députés, donc il fallait trouver le député, le nom du député qui soutient Jordan Bardella. Ah bon, d'accord, je savais pas. Le couteau, le tiroir, tout ça. Mais non, mais attends, il y a des gens qui débutent aussi, hein. Il y a des gens, ils savent pas, hein. Nous, on fait les marioles sur Twitch parce qu'on s'y connaît un peu en politique et que ça nous intéresse, mais il y a quand même un paquet de gens, Je pense que ma grand-mère, si je lui demande de me citer le nom d'un seul parti politique actuel, elle sera aux fraises, hein. Ils ont tous changé de nom, à part le PCF. Et le PS. Les autres, Europe Écologie, les Verts qui s'appellent Europe Écologie, puis qui s'appellent les écologistes. La majorité présidentielle, je vous en parle même pas, hein. Renaissance, La République En Marche, Renaissance, Ensemble pour la République, Horizon, le Modem, les LR, on sait jamais qui habite où, c'est le bordel. Tu vois, le Front National qui devient Rassemblement National, Éric Ciotti qui crée son parti à lui, l'UDR, enfin bref. Tu demandes à une personne âgée, à mon avis... Le Front Populaire, ouais, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce nouveau parti, le Front Populaire? Ça vient d'où? Mais moi, à mon anniversaire, j'ai discuté avec une personne de ma famille qui m'a dit mais attends, je comprends pas, le Front Populaire, c'est LFI, on est d'accord? C'est complètement LFI qui pilote tout. Non. Alors du coup, je lui ai un peu expliqué, mais je sentais que c'était pas clair. Alors là, c'est le nouveau nom de LFI, non? Non, non, plus compliqué que ça.
Donc voilà, mais c'est pas... Encore une fois, hein, la majeure partie des gens qui vont voter aux élections ne sont pas des passionnés de politique, qui connaissent toutes les subtilités de l'actualité, etc. Bon, voilà. Tu peux être surpris dans ton... Moi, à chaque fois, attends, moi en plus, je suis surpris des fois. Hein. Moi, alors que je bouffe de la politique matin, midi et soir depuis quoi, 20 ans, des fois, je débarque dans mon bureau de vote et je vois un bulletin avec un parti que j'ai jamais entendu parler. Genre, jamais entendu parler. Mais c'est quoi? C'est qui ceux-là? Je sais pas. Bon, après, c'est les partis un peu gilets jaunes, c'est qui ont été créés récemment, machin. Très bien. C'est parce que LFI avait brandé sa campagne 2022 Union populaire. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, ça peut embrouiller l'esprit des gens qui se disent mais attends, l'Union populaire c'est LFI, du coup le Front populaire c'est aussi LFI. Ouais, ouais, je peux comprendre. Oui, oui, bah oui, tu peux confondre. Hein. Le mieux, c'est les interviews. Je vote un tel parce qu'il est beau. Mais plein, mais plein. Le vote au faciès en France, c'est une réalité. Surtout, 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 surtout pour l'élection présidentielle. Plus que tout. L'élection présidentielle, c'est un vote au faciès. Emmanuel Macron a pu bénéficier de la bienveillance de beaucoup d'électeurs ou d'électrices qui trouvaient qu'il était bien sapé, il était beau, il représentait bien la France. Point barre. Ma grand-mère, elle vote comme ça. Hein. Ma grand-mère. Je l'aime de tout mon amour, ma grand-mère. C'est une très vieille dame maintenant, je sais même pas si elle continue à aller voter, mais elle m'avait dit, François Hollande, ses costumes, ils sont trop grands, il a l'air de rien, c'est ridicule. Moi, je vote pour Emmanuel Macron parce que au moins, il est bien, il présente bien et c'est important. Voilà. Pour elle, c'est important. Très bien. Donc ouais, ouais, non, bien sûr. Et inversement, il y a des candidats que certains électeurs peuvent pas encadrer. Jean-Marie Le Pen, c'était un repoussoir pour beaucoup de gens. Nicolas Sarkozy, en 2012, sa cote de popularité était très basse quand même. Hein. Il sortait de 5 ans, il était rincé, etc. Jean-Luc Mélenchon est un énorme repoussoir pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électeurs. Donc, donc non, 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 faut pas sous-estimer l'importance de la tronche de la personne qui est présentée. Faut pas sous-estimer l'importance du vote familial aussi en France. Hein. En France, on vote en famille. Ça a toujours été comme ça. Jean Massier, ne pas critiquer Jean-Luc Mélenchon, chaque stream challenge. Oh, tu l'as mal pris. Tu vas t'en remettre. T'as oublié de dire quoi qu'on en pense avant de parler de Jean-Luc. Oui, t'as raison. Ça doit être ça. Mais, non, non, faut pas. Oui, non, je parlais du vote familial. Bah, la famille, c'est le premier cercle de socialisation, mais c'est aussi le premier cercle de socialisation politique. On vote de la même manière dans une cohérence culturelle, sociale, économique, etc. Donc voilà, ouais, les Français, ils votent pour beaucoup d'entre eux enfin, de la même manière que leurs proches familiaux. Pas super d'accord avec le vote familial, quid de l'oncle raciste que personne peut saquer. Non, non, quand je parle de vote familial, je parle vraiment de la famille nucléaire. Hein. C'est les parents et les enfants. Ça n'empêche pas de se gueuler dessus au repas de famille. Ah oui, mais ça c'est différent ça. Hmm. Euh, Vous êtes pour les familles nucléaires ou éoliennes? Pardon, pardon, c'est pas si drôle que ça, mais je trouve ça drôle quand même. Non, mais t'as gagné un cookie. Jean, t'es toujours militant ou aujourd'hui tu te considères comme journaliste? C'est mes deux seules options. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? J'ai jamais été militant déjà. J'ai été adhérent il y a 15 ans.
pendant 6 mois. Euh, et j'ai jamais été journaliste, mais je le suis pas aujourd'hui non plus. Hmm. Quel parti? Ah bah à l'époque, il y a 15 ans, on n'avait pas vraiment le choix, hein, je vais pas vous mentir. C'était le Parti Socialiste ou rien, hein. Non, c'est méchant. Il y avait aussi le NPA, enfin la LCR et le PCF, mais bon. Hmm. Est-ce que la chemise bleue ne trahit pas un certain embourgeoisement? Si, certainement. Vrai gauchiste ne s'habille jamais en bleu. C'est compliqué, hein, faut suivre les règles, hein. En plus, ça change tout le temps et tout. Non, non, c'est dur, hein. Euh, Coming out de gauche, mais vous déconnez ou quoi? Je vous l'avais déjà dit 1000 fois que j'avais adhéré au Parti Socialiste quand j'étais au lycée. J'ai toujours dit ça, ça fait 10 ans que je le dis. Euh, Tiens, si on lisait... Alors attendez, parce que du coup, il y a des tensions en ce moment entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou sur la question de la guerre au Proche-Orient et notamment au Liban. On va essayer de faire les choses dans l'ordre. J'ai un article à lire déjà qui revient sur les casques bleus des Nations Unies qui ont été la cible de bombardements, semble-t-il, d'Israël. Et après, on regardera un peu plus précisément les embrouilles diplomatiques de ces derniers jours et des tensions entre la France et Israël. Hop! Ah merde, il y a encore les trucs d'hier. Attendez, faut que je le bouge. Voilà, ça dégage. Alors, Proche-Orient, au Liban, les casques bleus dans le viseur de l'armée israélienne. Ça a été publié il y a quelques jours, ça, je crois. Je sais plus, le 13 octobre, ouais, c'était il y a 3 jours. Netanyahou presse les Nations Unies d'évacuer la force d'interposition déployée à la frontière. Après des tirs contre des soldats de la FINUL, l'escalade s'est poursuivie dimanche avec l'intrusion de chars de Tsahal dans un camp de l'ONU. Après avoir lancé l'offensive contre le Hezbollah pro-iranien dans le sud Liban, l'armée israélienne cible de plus en plus clairement les casques bleus de la FINUL, la force intermédiaire des Nations Unies dans la région. Benjamin Netanyahou a exhorté dimanche le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à mettre la FINUL à l'abri. Il faut le faire tout de suite, immédiatement. Fin de citation. Le ton péremptoire de ce quasi-ultimatum a été précédé par une manœuvre d'intimidation militaire. Avec le lever du jour dimanche, 2 chars Merkava israéliens ont défoncé le portail principal du camp de Ramia, une des bases de la FINUL. Les blindés sont restés 45 minutes avant de repartir, 2 heures plus tard, a dénoncé la FINUL sur X. Des tirs ont provoqué une fumée. C'est encore soft, mais quand même. 15 casques bleus, oui, ont dû recevoir des soins pour des éruptions cutanées ou des troubles gastro-intestinaux, symptômes qui pourraient correspondre à une utilisation de phosphore. L'année dernière, Tsahal avait déjà accusé d'avoir utilisé... Tsahal était déjà accusé d'avoir utilisé cette arme chimique dans la même région, comme Libération l'avait révélé. Le phosphore est une arme totalement interdite. Il y a des traités d'interdiction des armes chimiques. Rappelez-vous, le président syrien Bachar al-Assad, qui avait utilisé du gaz également contre des populations civiles, c'est ce qui avait motivé la France à lancer l'idée d'une offensive terrestre des Occidentaux contre Bachar al-Assad. La France était prête à entrer en guerre. Barack Obama a refusé. C'était du gaz sarin à l'époque ? Je suis pas sûr que c'était du gaz sarin. Mais en tout cas, c'était une arme chimique. Un autre incident s'était produit la veille, quand l'armée israélienne avait bloqué un mouvement logistique crucial de la FINUL, lui interdisant le passage, a indiqué la force onusienne qui a ajouté « Pour la 4e fois en 4 jours, nous rappelons à l'armée israélienne et à tous les acteurs leur obligation d'assurer la sécurité du personnel de l'ONU et l'inviolabilité de ses positions. »
Visiblement, ça passe pas. La FINUL, ou UNIFIL par son acronyme en anglais, est forte de quelques 9500 soldats d'une cinquantaine de pays et a pour mission de surveiller le cessez-le-feu qui a mis fin à la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah. Son mandat a été prolongé pour 1 an par le Conseil de sécurité. Elle opère le long de la ligne bleue qui sépare le Liban et Israël, en l'absence d'une frontière reconnue par les deux États. Son rôle a été renforcé par la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU de 2006, qui stipule que seule l'armée libanaise et les casques bleus doivent être déployés dans le sud du Liban. La FINUL avait déjà accusé jeudi les troupes israéliennes de tirer de façon répétée et délibérée sur ses positions. Son porte-parole expliquait samedi avoir refusé d'obtempérer quand Tsahal a demandé aux casques bleus de quitter leur position jusqu'à 5 km de la ligne bleue. Ah, putain, c'est ouf. Je précise, oui, pour ceux qui ne le savent pas, un point important sur ce qu'on appelle les casques bleus, les forces sous mandat des Nations Unies. Parfois, on a des misconceptions autour de ça, à quoi ça sert, comment ça marche, etc. L'ONU n'a pas d'armée. L'ONU ne possède pas d'armée. L'ONU ne peut pas lancer des opérations militaires de type conquête, de type destruction, etc. C'est pas du tout la philosophie. Les forces d'interposition sous mandat de l'ONU, qu'on appelle plus traditionnellement les casques bleus, ce sont des forces qui interviennent dans le cadre dans le cadre d'un traité de paix ou d'un traité de cessez-le-feu. Les forces des Nations Unies n'interviennent qu'avec l'accord des deux belligérants ou des plusieurs belligérants. C'est dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu ou d'un traité de paix que l'ONU met à disposition des troupes sous mandat des Nations Unies pour veiller au respect du dit traité de paix. Voilà, c'est un truc à garder en tête, les deux doivent être d'accord. Et à l'époque, en 2006, le Liban et Israël étaient d'accord, ils ont signé des documents pour dire d'accord, les casques bleus interviennent, des forces, 9500 qui sont là, qui n'ont absolument aucun mandat de guerre, au contraire, ils ont un mandat de maintien de la paix qui a été signé. Voilà. Ça veut dire, et je dis ça pour que vous gardiez en tête, le fait que il est important de garder en tête le fait que Israël n'est pas totalement étranger à la présence des casques bleus au sud Liban. Il y a eu un moment où ils ont été d'accord. Voilà, il y a un papier qui a été signé quelque part. Donc c'est pas cassez-vous, vous nous gênez, vous n'avez rien à faire là. Non, c'est par votre volonté aussi qu'on est là. Est-ce que les casques bleus peuvent se défendre si l'un des deux parties l'attaque ? Oui, à ma connaissance, tout en n'étant pas un spécialiste des lois de la guerre, attention, à ma connaissance, les casques bleus ont effectivement mandat de se défendre, comme tout corps d'armée partout à la surface de la planète. Effectivement, s'ils sont attaqués, ils peuvent être amenés à répliquer, dans le but d'assurer leur sécurité. Comme toute personne. Oui, comme toute personne, oui, t'as raison. Oui. Légitime défense et proportionnalité. Voilà, légitime défense et proportionnalité, vous avez raison. Vous avez raison. On continue. J'en étais où ? Non, ça c'est bon, ça ils avaient déjà dit non, on partira pas. L'Italie est le pays qui a le plus vivement réagi en défense des quelques 10 000 casques bleus présents au sud Liban. Parmi eux, plus de 1000 sont italiens. Ils constituent le plus fort contingent après les Indonésiens. Les Français sont environ 670. Intéressant, je savais pas. Lors d'une conversation téléphonique dimanche, la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, dont le pays assure la présidence tournante du G7, a affirmé à Benyamin Netanyahou qu'il était inacceptable que la FINUL soit attaquée par les forces armées israéliennes. Et elle a rappelé que, je cite, « La mission agit en vertu d'un mandat du Conseil de sécurité pour contribuer à la stabilité régionale ». Je continue la citation. « Nous regrettons que les soldats de la FINUL aient été blessés et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter que cela ne se reproduise. Mais le moyen le plus simple et le plus évident d'y parvenir est tout simplement de les faire sortir de la zone de danger. » C'est justifié Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Excusez-moi, j'ai dit que je continuais la citation alors qu'en réalité c'était une autre citation. Cette fois-ci c'était le Premier ministre israélien qui dit « Je suis désolé, on voulait pas leur faire de mal, le mieux pour pas qu'ils se fassent mal ce serait qu'ils se crassent. » Ok, Benjamin. Avant lui, son ministre de la Défense, Yoav Gallant,
avait assuré à son homologue américain, Lloyd Austin, qu'Israël continuerait à prendre des mesures pour protéger les casques bleus malgré un défi opérationnel. C'est vraiment un jeu de dupe. Hein. T'es en mode... Non, on va protéger la finule. Hein. Promis, on va protéger contre le Hezbollah qui leur tire dessus. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Samedi et dimanche, les heurts entre Tsahal et le Hezbollah se sont poursuivis. La milice pro-iranienne a fait état dimanche pour la première fois de combats rapprochés et a indiqué avoir repoussé 2 tentatives d'infiltration en territoire libanais. De son côté, l'armée israélienne a évoqué des combats face à face avec le Hezbollah et signalé la capture d'un combattant du mouvement dans un tunnel. Première annonce de ce type depuis le lancement de son offensive terrestre transfrontalière le 30 septembre dernier. Dimanche soir, une attaque de drone près de la localité israélienne de Binyamina, à une vingtaine de kilomètres au nord de Tel Aviv, revendiquée par le Hezbollah, a blessé 39 personnes, dont 4 étaient dans un état critique, rapportait le quotidien israélien Haaretz. Dans le sud Liban, une frappe israélienne a ciblé samedi soir un marché de la ville de Nabatie, selon l'agence de presse officielle libanaise Ani. Akfar Tebnit, une ancienne mosquée, a été complètement détruite par une frappe. Après avoir appelé les habitants de 25 localités du sud Liban à partir vers le nord, l'armée israélienne a élargi la liste ce week-end à une vingtaine de nouveaux villages. Des dizaines de milliers de familles ont déjà fui la région, selon l'ONU. Depuis octobre 2023, plus de 2100 personnes ont été tuées au Liban, dont plus de 1200 depuis le 23 septembre, selon un décompte de l'agence France-Presse. Voilà pour cet article par lequel je voulais commencer parce qu'il nous remet le contexte précis de ce qui se passe avec cette force, la FINUL, cette force des Nations Unies au sud du Liban. Et maintenant, on va voir la réaction politique que ça a provoqué. On a déjà vu la réaction de Giorgia Meloni. J'ignorais complètement que Giorgia Meloni, que l'Italie était le principal contingent de la FINUL au sud Liban. Ça, je savais pas. J'aurais parié sur les Britanniques, les Américains et les Français, mais intéressant. Après, les Indonésiens. Oui, les Indonésiens, vous avez... Alors pareil, l'Indonésie, j'ai pas une très grande culture militaire, hein, vous me l'accorderez, j'espère. Je savais pas du tout. Le Liban, c'est une ancienne colonie israélienne. Tu confonds pas avec la Libye? J'ai un gros doute. Ouais, la Libye, c'était italien. Le Liban, c'était français. Français et britannique, non? Ou que français? Le Liban, c'est une ancienne colonie française. Mais il n'y a pas eu les Britanniques à un moment qui ont pris la suite? Ou alors c'est l'inverse, c'était d'abord britannique, puis c'est passé français? Va falloir que je révise mes cours de lycée sur la colonisation. Français et italien, c'est la pizza au cassoulet. T'es con. Ah, c'était la Palestine qui était sous protectorat britannique. Ah, ouais, non, c'est la Palestine. Oui, t'as raison. Je mélange. Je mélange. Alright. Alors, j'ai un article du Figaro qui revient là-dessus, justement, sur les tensions entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou. C'est un article d'analyse de Georges Malbruno. Pourquoi Emmanuel Macron s'enflamme-t-il contre Benyamin Netanyahou? Décryptage. Les derniers échanges entre les deux chefs d'État a eu lieu mardi soir, lorsque le dirigeant israélien a réagi à des propos rapportés du président français selon lequel M. Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Fin de citation. Effectivement, j'avais vu passer que Emmanuel Macron avait rappelé à l'ordre Benyamin Netanyahou en lui disant « Oublie pas qu'Israël a été créé par les Nations Unies ». Donc attaquer les Nations Unies, c'est peut-être pas une très bonne idée.
Comme lors des mandats de ses prédécesseurs à l'Élysée, le ton finit par monter entre le président de la République Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Leur dernier échange aigre-doux a eu lieu mardi soir, lorsque le dirigeant israélien a réagi à des propos rapportés d'Emmanuel Macron au Conseil de ministres, selon lesquels M. Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU et par conséquent, ce n'est pas le moment de s'affranchir des décisions de l'ONU. Emmanuel Macron rappelait un point d'histoire, à savoir que la proclamation d'indépendance de l'État d'Israël le 14 mai 1948 avait été avalisée 6 mois plus tôt, le 29 novembre 1947, par l'Assemblée générale de l'ONU, qui avait adopté une résolution, la fameuse résolution 181, prévoyant le partage de la Palestine entre un État juif et un État arabe. Mais visiblement piqué au vif, Benjamin Netanyahou rétorquait dans la soirée au président français que ce n'est pas la résolution de l'ONU qui a établi l'État d'Israël, mais plutôt la victoire obtenue par la guerre d'indépendance avec le sang des combattants héroïques, dont beaucoup étaient des survivants de l'Holocauste, notamment du régime de Vichy en France. Ah. Netanyahou, quand il dégaine des flèches, parfois ça pique. D'accord. Si le sionisme, enraciné depuis la fin du 19e siècle, a permis à des combattants héroïques d'arracher leur État au prix de l'exode forcé de 700 000 Palestiniens, c'est un fait que l'ONU a entériné cet État. C'est un fait que l'ONU a entériné cet État avant sa création, comme le soutient Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a raison. Mais en même temps, ce que dit Benjamin Netanyahou ne me surprend pas dans la vision de la droite israélienne qui a toujours été l'idée de dire qu'Israël ne doit son mérite qu'à lui-même. On n'a jamais reçu d'aide, on n'a jamais été aidé, on n'a jamais été soutenu. Ce n'est que grâce à nous qu'on existe et on doit continuer à se défendre, etc. Ça ne m'étonne pas, cette rhétorique de la part de Benjamin Netanyahou. À travers cette nouvelle passe d'armes, Benjamin Netanyahou entend surtout dénoncer la récente posture du président français qui commence d'avoir la dent dure contre celui que Joe Biden récemment, et il y a bien longtemps Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy ont accusé d'être un menteur dans des livres ou des vidéos authentifiées. Ce paragraphe est extrêmement mal écrit, je ne comprends pas où est le sujet et le complément. Qui est accusé d'être un menteur ? Celui que Joe Biden, Jacques Chirac et Sarkozy, président français qui commence à avoir la dent dure contre celui, c'est donc Benjamin Netanyahou. C'est bon, je l'ai. J'ai la structure du texte, c'est très mal écrit. Benjamin Netanyahou est accusé d'être un menteur par tous ces chefs d'État-là. Intéressant. Chez Emmanuel Macron, la goutte d'eau semble avoir été le manquement à la parole donnée par Benjamin Netanyahou en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York le 26 septembre, lorsque ses conseillers avaient clairement laissé entendre à ceux de Joe Biden... Pardon. J'étais où ? Merci la pub, merci la pub, Le Figaro, on adore. C'était là. Chez Emmanuel Macron, la goutte d'eau semble avoir été le manquement à la parole donnée par Benjamin Netanyahou en marge de l'AG des Nations Unies le 26 septembre, lorsque ses conseillers avaient laissé entendre à ceux de Joe Biden et d'Emmanuel Macron qu'Israël acceptait le projet américano-français de cesser le feu temporaire de 21 jours entre l'État hébreu et le Hezbollah au Liban. Des Américains firent les premiers fuiter leur déception, puis certains conseillers d'Emmanuel Macron. Leur regret fut d'autant plus vif que le Hezbollah avait donné son accord. Mais Benjamin Netanyahou avait un autre projet en tête, éliminer le lendemain son chef, Hassan Nasrallah. Ok. En outre, une visite d'un responsable des renseignements israéliens à Paris quelques jours avant laissa un goût amer à ses homologues français qui ne furent pas mis dans la confidence. Ouais, donc en gros, Benjamin Netanyahou, il a dit quelque chose et il a fait l'inverse. Je comprends que ça énerve Macron. J'avoue, diplomatiquement, le camouflet était rude. Ouais, carrément. C'est un camouflet énorme pour Macron et pour Biden aussi. Pour Biden aussi. Le 5 octobre, Emmanuel Macron commença de hausser le ton en appelant à cesser de fournir des armes pour mener les combats à Gaza. Si le message s'adressait d'abord aux États-Unis, alors que la France n'en livre pratiquement pas, il rendit furieux Bibi, qui jeta une honte à la France. L'appel d'Emmanuel Macron paraissait pourtant cohérent dans la mesure où Israël assure désormais que l'essentiel du travail a été fait contre le Hamas à Gaza et qu'il est donc temps, rappelle-t-on à l'Élysée, de faire cesser les armes. Ce qui se fera automatiquement et rapidement si les États-Unis stoppaient leur pont aérien vers Israël.
C'est mal écrit, hein. Pardon, hein, voilà, c'est quand même très mal écrit comme article. En fait, Benjamin Netanyahou intente un mauvais procès à Emmanuel Macron si l'on examine quelles ont été les positions du chef de l'État sur le conflit israélo-palestinien depuis sa première élection en 2017. Lors de son premier mandat, le président de la République a oscillé entre indifférence et complaisance à l'égard d'Israël, constate l'ancien diplomate et spécialiste du Moyen-Orient, Denis Bochart. Cette indifférence à l'égard du problème palestinien se manifesta par d'assez rares prises de parole. Emmanuel Macron a le sentiment d'être impuissant, confie alors au Figaro son conseiller Moyen-Orient, Aurélien Le Chevalier. Il n'y a que des coups à prendre sur ce dossier explosif, reconnaissent d'autres de ses collaborateurs. Mais en parallèle, relève Denis Brochard, qui a épluché les prises de parole d'Emmanuel Macron, les exemples de complaisance abondent. L'assimilation d'antisionisme à l'antisémitisme que Nicolas Sarkozy lui-même avait écarté est révélatrice de la position d'Emmanuel Macron lorsqu'il déclare le 20 février 2019 à Jérusalem que l'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. D'autres exemples existent, comme l'accueil plutôt favorable au deal du siècle. On salue les efforts de Donald Trump, sans exprimer de grandes réserves sur un plan qui entérine une situation d'occupation permanente des territoires palestiniens et avalise l'annexion des colonies. Benjamin Netanyahou semble d'autant plus ingrat que le 7 octobre a marqué sous l'impulsion d'Emmanuel Macron un infléchissement net de la politique française en faveur d'Israël. Le soutien à l'État hébreu est inconditionnel, alors qu'il vient d'être agressé sur son territoire par l'attaque terroriste du Hamas, qui fit plus de 1100 morts, en majorité des civils. Alors de mémoire, le soutien inconditionnel à Israël, c'était Yael Braun-Pivet, c'était pas Emmanuel Macron. Le mot d'ordre venant de l'Élysée est passé ensuite au Quai d'Orsay et aux ambassadeurs, et qu'il y a plus d'équilibre entre Israël et la Palestine. Et qu'il n'y a plus d'équilibre entre Israël et la Palestine, pardon. Se souvient l'un des ambassadeurs, dûment chapitré par le cabinet de Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères à l'époque. Macron aussi, il avait parlé d'un soutien inconditionnel ? Je me souviens plus. Dans sa sollicitude envers un pays ami, frappé par le terrorisme, Emmanuel Macron ira jusqu'à proposer la création d'une coalition internationale anti-Hamas, sur le modèle de celle existant contre Daesh. Une idée impraticable, dont même Benjamin Netanyahou ne voulut point. C'est vrai que j'ai du mal à imaginer ta coalition anti-Hamas, à part Israël, il y a qui dedans en fait ? L'Égypte ? L'article est pas fou. Si, moi je le trouve bien cet article parce qu'il a le mérite de revenir en arrière sur le mandat précédent. En fait, il nous recontextualise les positions d'Emmanuel Macron vis-à-vis d'Israël. Donc c'est plutôt pas mal. Mais au fur et à mesure que l'offensive militaire israélienne contre la bande de Gaza se fit meurtrière, 42 000 morts selon le Hamas, je suis pas sûr que ce soit le Hamas qui dise les 42 000 morts, je crois que c'est pas les seuls. Le ton s'est durci à l'égard de Benjamin Netanyahou. Emmanuel Macron appela à un cessez-le-feu humanitaire, puis à un véritable cessez-le-feu et de manière réaliste, affirma qu'il faudrait des années avant de détruire le Hamas, comme veut le faire Benjamin Netanyahou. Ben oui. Pareil constat vaut aujourd'hui au Liban. L'objectif israélien d'éradication totale du Hezbollah est encore moins possible que celui du Hamas. Son empreinte dans la société libanaise est plus forte qu'en Palestine, estime-t-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Les bombardements israéliens au Liban font trop de victimes civiles, répète le président de la République, qui n'ignore pas que le Liban est le seul pays du Moyen-Orient où il peut espérer jouer un rôle, à condition toutefois de revenir à une posture à la fois ferme et plus autonome. Emmanuel Macron ne croit pas en la transformation du Moyen-Orient par la force que semble vouloir Benjamin Netanyahou, souligne son entourage. Cela ne produira pas de résultats souhaités. Il suffit de se rappeler de l'Irak en 2003. Ouais, c'est juste. Lors de l'invasion américaine de ce pays, appelé de ses vœux par le Premier ministre israélien à l'époque, Ariel Sharon. Ouais, c'est vrai. Après avoir montré son amitié envers Israël, Emmanuel Macron regrette probablement de ne pas être payé en retour. C'est le problème avec tous nos présidents de la République. Après Jacques Chirac, confie un diplomate au cœur de l'appareil d'État.
Pour faire oublier Chirac, qui nourrissait aucune illusion envers Bibi, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron ont tous pensé qu'ils devaient dire à Netanyahou combien eux aimaient Israël, espérant qu'ainsi le Premier ministre allait leur octroyer un rôle dans le règlement de la question palestinienne notamment. Ils se sont leurrés, Bibi n'a jamais rien donné. C'est pourquoi ils ont tous fini par le traiter de menteur. Il est vachement bien ce dernier paragraphe. Hein. Je sais pas qui est le diplomate en question qui dit ça, mais c'est assez raide. C'est c'est- c'est assez froidement analytique. Je le relis. C'est le problème avec tous nos présidents de la République. Après Jacques Chirac, confie un diplomate au cœur de l'appareil d'État. Pour faire oublier Chirac, qui ne nourrissait aucune illusion envers Bibi, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron ont tous pensé qu'ils devaient dire à Netanyahou combien eux aimaient Israël, espérant ainsi que le Premier ministre allait leur octroyer un rôle dans le règlement de la question palestinienne notamment. Ils se sont leurrés. Bibi n'a jamais rien donné, c'est pourquoi ils ont tous fini par le traiter de menteur. Très intéressant, je trouve, comme analyse, qui montre qu'Emmanuel Macron, après 7 ans de pouvoir et de présence de la République, est en train d'arriver aux mêmes conclusions que ses prédécesseurs, à savoir que Benjamin Netanyahou est un connard et qu'il n'y a rien à en attendre. Ce mec-là ne respecte pas la parole donnée. Ce mec-là a une vision jusqu'au boutiste et militariste de la question. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Messianique aussi. Bah oui, depuis qu'il a ouvert sa coalition à l'extrême droite. Alors je sais pas si vous avez vu sur Arte, sur YouTube, il y a un superbe documentaire sur l'extrême droite israélienne que je vous invite à regarder parce qu'il est très révélateur de l'ambiance actuelle politique dans le pays, avec notamment la présence de 2 ministres autour de Benjamin Netanyahou qui sont issus de 2 partis qui jusque-là étaient... Il y en avait même un des 2 qui était interdit. Tellement c'était des fous furieux, enfin, c'était des mecs d'extrême droite complètement dégénérés. Ils étaient à l'écart du paysage politique israélien. Et là, à la faveur des dernières élections, Benjamin Netanyahou, il a fait coalition avec ces partis-là. Et du coup, c'est ça, c'est Benzalel et Smotrich. Benzalel et Smotrich, le nom de ces 2 ministres qui sont au gouvernement de Benjamin Netanyahou et qui sont fous alliés. C'est-à-dire que en fait, c'est des mecs qui te parlent sans sourciller du grand Israël, de la Palestine biblique. Ils veulent retourner aux 12 tribus d'Israël. Ils veulent aller jusqu'à Damas. Enfin, pour eux, Israël va jusqu'à Damas. La terre promise par Dieu, etc., machin, eux, ils vont jusqu'à Damas. Ils sont radicalement opposés aux accords de paix. Ils sont radicalement opposés aux accords de paix, aux accords d'Oslo, je vous en parle même pas. Ariel Sharon, pour eux, c'est le pire de tous. Heureusement qu'il s'est fait buter. Enfin, donc, et ils sont complètement fêlés. Et ils sont extrêmement dangereux, parce que ces mecs-là sont des militaristes. Même dans le documentaire, vous voyez un des deux partis, Ben-Gvir, je crois, qui s'appelle Ben-Gvir, qui organise une distribution d'armes à feu. Tu vois, c'est une opération militante. C'est une opération militante du parti. Tenez, on va vous distribuer des armes à feu. Donc, tu vois des gens qui se présentent. Tenez, voici un fusil mitrailleur. Tu confonds Sharon et Rabin. Rabin, Isaac Rabin. Autant pour moi, tu as raison. Isaac Rabin. Absolument, qui s'était fait assassiner par un militant d'extrême droite israélien. Hum. Donc ouais, Smotrich qui annonce sans trembler des genoux que le peuple palestinien n'existe pas. Ouais, ça je les ai entendus dire ça. Le peuple palestinien, ça n'existe pas, c'est une construction, c'est une invention de l'esprit. Il n'y a pas de peuple palestinien, il n'y a que la terre promise par Dieu aux Juifs, etc. C'est absolument terrifiant. Euh,
Donc voilà, donc en tout cas, c'est intéressant de voir ce volte-face. Enfin, c'est pas tout à fait un volte-face, c'est un raidissement d'Emmanuel Macron dans sa position vis-à-vis de Benyamin Netanyahou. Qu'est-ce que ça va donner dans les mois qui viennent? On voit que Benyamin Netanyahou, en tout cas, il poursuit les provocations, hein, avec des incursions au sud Liban, avec des tirs en direction de soldats des Nations Unies. Il faut quand même y aller, hein. Donc, le Likoud est suprémaciste dès le premier article de son manifeste. Oui, mais le Likoud a déjà signé des accords des traités de paix. Le Likoud s'est mis d'accord avec, avec Yasser Arafat notamment. Chose que je n'imagine pas un quart de seconde Benyamin Netanyahou faire aujourd'hui. Je n'arrive pas à imaginer Benyamin Netanyahou parvenir à un accord de paix. Et j'ai très très peur qu'il relance la colonisation de Gaza. C'est quoi le reportage Arte? Vous avez le titre? Je vais essayer de te le retrouver. Les ministres du chaos. Voilà. Copier l'adresse du lien. Boum boum boum. Ça s'appelle Les ministres du chaos. Et tu as Dart dans le chat qui t'a mis le lien. Si tu veux le regarder tranquille. Faut pas avoir peur, la France a colonisé infiniment plus. Ah d'accord, donc toi t'es pour la colonisation de Gaza par Israël. Bah, très bien. Formidable. Euh, Au nom du colonialisme français, en plus, je trouve ça pas... Non, 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 faut avoir des bollocks pour la dire sans trembler des genoux, celle-là. Hmm. Euh, En anglais, c'est quoi le titre? J'en sais rien. J'en sais rien. J'ai pas regardé en anglais, j'ai regardé en français. Mais non, non, c'est plutôt cool. La vraie extrême droite, pas la même que chez nous. Pas tout à fait. On verra ce que ça donne dans les prochains jours. J'étais en train de penser parce que, en fait, pour moi, l'une des clés aussi de la question israélienne, c'est l'élection américaine. On en parle assez peu, mais on sait que le Parti démocrate est très tendu en interne sur cette question-là depuis assez récemment d'ailleurs, hein. Depuis assez récemment, il y a une tension sur la question israélienne. Donc je ne sais pas si Kamala Harris, présidente des États-Unis, aura une position similaire à celle de Joe Biden. Euh, Quant à Donald Trump, c'est une bonne question. Quant à Donald Trump, c'est une bonne question parce que Donald Trump, il est très imprévisible. On sait qu'il est soutenu et que l'extrême droite israélienne l'extrême droite américaine, pardon, est très 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 pro-israélienne. Mais pour autant, je suis pas sûr que Trump soit un va-t-en-guerre. Je suis pas sûr que Trump soit favorable à une guerre totale entre le Liban, la bande de Gaza, etc. Donc Trump, il est pro-Netanyahou. Oui, Trump est pro-Netanyahou dans ses déclarations et tout, mais c'est pas sûr. Enfin, tu vois, le truc, c'est que Trump, il est très difficilement prévisible, quoi. Donc, oui, c'est vrai qu'il avait déménagé l'ambassade à Jérusalem. C'est vrai, j'avais oublié. C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que pour autant il est prêt à soutenir une guerre? Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Trump est surtout pro-Trump. Ouais, voilà, c'est ça. Trump est surtout pro-Trump et
Et t'as aussi pas mal de... Chez les républicains américains, t'as quand même pas mal de gens qui sont vaccinés par la guerre contre l'axe du mal, là, notamment la guerre en Irak. Le bourbier irakien, ça a un peu remis les pendules à l'heure à pas mal de républicains qui aujourd'hui sont moins chauds pour soutenir des incursions dans des pays au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Donc voilà, ceci étant, ça n'empêche pas que les États-Unis n'ont pas besoin de faire la guerre eux-mêmes directement. Ils peuvent se contenter de continuer à soutenir militairement le gouvernement d'Israël. Vacciner tout court, pas sûr. Bah si, moi j'avais entendu que l'isolationnisme était une doctrine qui commençait à gagner un petit peu le parti républicain américain, notamment sous Donald Trump. L'isolationnisme, c'est l'Amérique doit s'occuper de l'Amérique, ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Il y a un moment, ça va. On peut pas être les gendarmes du monde et on ne veut pas continuer à être les gendarmes du monde. Démerdez-vous. Démerdez-vous vous-même, il y en a marre. Les peuples opprimés, les peuples qui souffrent et tout, c'est fini. Voilà. Donc voilà. Ça, effectivement, ça tranche avec la vision qui était celle de George Bush Jr., qui était un peu similaire à celle de son père. L'Amérique doit intervenir dans le monde entier pour venir appliquer les valeurs de la démocratie et de la liberté. L'Amérique doit libérer les peuples opprimés des dictateurs, etc. Voilà. Ça m'étonnerait que ça s'applique à Israël. Ouais, je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, on verra ce que ça donne à l'avenir. Honnêtement, j'en sais rien. Euh, honnêtement, j'en sais rien. De toute façon, mes prévisions à moi, elles sont un peu éclataxes, vous les connaissez, donc on va pas s'amuser à en faire sur le Liban. Mais ça reste assez flippant et bon, bah écoutez, on continuera à suivre l'évolution de la position française sur ce dossier. Euh, Ouais, on verra. On verra. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'actu qui vous a marqué? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que moi, du coup, aujourd'hui, j'ai pas trop eu le temps de checker. Pifafouf. Ah, il y a les Républicains qui s'arrachent les cheveux pour savoir qui va être leur prochain président. Ah bah oui. Maintenant que c'est plus Eric Ciotti. Euh, Le cycliste écrasé, ouais, j'ai vu. Kylian Mbappé, ouais, j'ai vu. Enfin, je rigole, c'est pas drôle. Euh, Il est élu ou nommé? Le président des Républicains, il est élu. Alors, est-ce que c'est le Conseil national ou le bureau politique qui l'élit? Je crois que c'est le Conseil national. Ah non, ils ont pas un système de... Mais non, 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 c'est un suffrage universel direct chez les Républicains. Bah oui, c'est des gaullistes, donc forcément. Je suis con. Non, je crois que l'élection du président se fait par les militants directement. Lucie Castet va-t-elle se présenter en Isère? Effectivement, vu qu'il y a une circonscription qui s'est libérée, est-ce que Lucie Castet va être parachutée en Isère pour venir à l'Assemblée nationale? Déjà, son parachutage risque de mal passer auprès de l'opinion publique. Et d'autre part, dans quel groupe de députés siégera-t-elle à l'Assemblée nationale si d'aventure elle était élue? Mhm. Je pense qu'elle ira chez les Verts, hein. Hmm. Pourquoi c'est pas la suppléante qui prend sa place?
Parce que quand un député démissionne, c'est pas son suppléant qui le remplace. Quand un député démissionne, on organise une nouvelle élection. Ou quand une élection est annulée par la justice. Je crois que LFI conditionne sa candidature à sa présence dans le groupe LFI. Non. Bah non, tu peux pas mettre Lucie Castet chez LFI. C'est une circo LFI. Ah. Bah, ce sera ni la première ni la dernière où il présente quelqu'un d'autre. Mélenchon va-t-il se présenter aux prochaines présidentielles? Oui, il y a de fortes chances. Bompard disait trouver normal qu'elle soit LFI car c'est une circo LFI. Ah non, non, mais je remets pas en cause l'argument. C'est juste que c'est dur pour Lucie Castet d'être marquée politiquement sous le sceau d'LFI ou sous le sceau du PS. C'est pour ça que je parle du groupe des Verts. Du groupe communiste, sinon on s'en fout. Mais c'est... Quand même. C'est surtout une circo socialiste historiquement. Le cas Véran a permis à LFI de la récupérer. Bah ça aussi, hein. Bonjour Jean et bonjour le chat, j'ai une question et j'avoue être politiquement perdu. Après les législatives et la gauche qui l'emporte, on voit que le gouvernement actuel est malgré tout de droite et ignore complètement la voix du peuple. Mon entourage et moi, on se demande donc actuellement l'intérêt de voter et ce à quoi ça a finalement servi. Merci d'avance pour les possibles réponses et désolé si c'est mal formulé. Bienvenue à toi, ce n'est absolument pas mal formulé. Il y a... En fait, comment te dire ? La notion de victoire à une élection est une notion qui est évidente pour l'écrasante majorité des cas. Notamment lorsque l'élection est une élection au scrutin uninominal. La présidentielle, par exemple, on compte les bulletins, il y en a un qui a gagné, il y en a un qui a perdu. C'est facile, c'est clair. Et les enfants en CP, ils le comprennent. Sauf qu'une élection législative, c'est une élection qui sert à composer une chambre de 577 députés. Et quand on compose une chambre, on peut parfois avoir des résultats évidents, avec des victoires éclatantes. Si t'as 350 députés, c'est évident, t'as gagné les élections, c'est clair. Personne ne peut le contester, personne ne peut en discuter, etc. Or là, nous sommes dans une des situations dans lesquelles précisément c'est difficile de parler de victoire à une élection compte tenu de la composition de la Chambre. La Chambre est divisée entre 3 gros blocs. Un gros bloc de gauche, un gros bloc central, un gros bloc d'extrême droite. Aucun des 3 n'a formellement gagné. Mais plusieurs parmi ces 3 sont en position de force. C'est pas la même chose. La gauche n'a pas gagné les élections législatives de juin 2024. Mais la gauche est en position de force. Et par ailleurs, elle est en position de réclamer Matignon. C'est pas absurde comme revendication. C'est pas exorbitant. Néanmoins, elle n'est pas seule à décider. Et il se trouve qu'il y a d'autres coalitions qui sont possibles qu'une coalition entre la gauche et les macronistes. Et c'est la deuxième option qui a été choisie par le chef de l'État, qui a choisi de nommer Michel Barnier, qui est à la tête d'une coalition entre les macronistes et les républicains, qui est une coalition plus forte que le NFP. Ils ont à peu près 220 députés, le NFP, ils ont 195 députés. Mais c'est pas qu'une question d'arithmétique, c'est aussi une question de majorité. Parce qu'il suffit pas d'avoir une majorité relative pour gouverner. Il faut aussi avoir, à minima, une minorité de députés qui te censurent. Et c'est là qu'est tout l'enjeu, c'est que l'extrême droite a accepté de ne pas censurer Michel Barnier en disant qu'elle préfère laisser sa chance à Michel Barnier de gouverner difficilement plutôt que d'avoir je ne sais quel attelage de gauche au pouvoir.
Voilà pour la première partie de ta question. Pour la deuxième partie de ta question, est-ce que ça sert à quelque chose de continuer à aller voter? Ça, c'est en ton âme et conscience que tu dois prendre la décision. Sache que si tu ne vas pas voter, Marine Le Pen te remercie chaleureusement. Voilà. Après, tu fais ton choix. C'est comme ça depuis 50 ans en Belgique, personne n'applique son programme complètement, on fait un mixte des différents programmes. Absolument, c'est ce que j'avais dit en 2024, ce que j'avais dit en juin dernier sur mon stream, où j'avais expliqué que la France est en train d'apprendre le parlementarisme européen. C'est pas... La situation que nous vivons actuellement en France n'est pas une situation extraordinaire. C'est une situation normale dans un pays européen. En fait, faut bien comprendre que c'est la situation qu'on avait avant qui était anormale, avec une majorité absolue d'un seul parti. Il y a que nous, il y a que la France en Europe qui a ce système chelou où il y a un giga parti qui a tout le pouvoir. Dans tous les pays d'Europe, je caricature, mais dans l'écrasante majorité des pays d'Europe, on a des situations de coalition gouvernementale. On est tous élus sur un programme, et une fois qu'on est élu sur notre programme, eh ben on va amender notre programme pour négocier et appliquer le maximum qu'on peut. Personne en Europe ne dit, comme Jean-Luc Mélenchon, tout mon programme, rien que mon programme. Personne dit ça. Parce que tout le monde sait que non, en fait. Pas tout le programme, c'est autant que possible. Et on va discuter, on va négocier, on va se mettre d'accord. Euh... Pas anormal en France, mais construit volontairement par la Ve République, synchronisation présidentielle législative et absence de proportionnelle. Tu as parfaitement raison. Ce que je dis, c'est que la Ve République française est une exception en Europe. Et comme on baigne dedans depuis 70 ans, on a l'impression que c'est l'état normal des choses. Il y a un parti qui gouverne. Voilà, il a 300 sièges à l'Assemblée nationale, c'est normal. On a un président de la République tout puissant, qui est responsable devant personne. C'est normal. C'est comme ça que ça doit marcher. Bah voilà. Et nos amis européens, ils nous regardent depuis des années en disant mais putain les Français vous êtes fucked up. Et là, et là il est en train de nous arriver ce qui est de l'ordre du normal dans une démocratie parlementaire. Et du coup nous Français on a la gueule de bois, on découvre et ça pique. Et les autres pays européens ils nous regardent, ils font first time. Voilà. On est en train de découvrir ce que c'est qu'une majorité parlementaire, on est en train de découvrir ce que c'est qu'une coalition gouvernementale, on est en train de découvrir les subtilités et les difficultés de ne pas avoir de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc, sauf qu'on a un président qui garde des pouvoirs énormes, contrairement à une démocratie parlementaire. Ouais, ça c'est vrai. Alors, il a moins de pouvoir d'initiative, parce que par définition, il n'a pas de majorité absolue, donc c'est un peu plus compliqué. Ceci étant, le président de la République reste un acteur majeur du jeu, puisqu'il a plus d'une centaine de députés. Il a 130 députés, je crois. De fait, il n'est pas exclu. Il peut pas être exclu du jeu. Tu peux pas exclure du jeu Emmanuel Macron. Attention, en Belgique, on n'est pas toujours évident de former des coalitions au Parlement. Ah bah non, la Belgique en a montré l'exemple, effectivement. Non, t'as raison.
C'est pas toujours facile, hein. C'est pour ça que là, cet été, ça prenait du temps, Michel Barnier, la composition de son gouvernement, etc. Moi, j'étais le premier à dire, c'est normal, hein. Ça prend du temps de composer une équipe gouvernementale, hein. Ça prend du temps, ça négocie, ça travaille. Parfois, ça dure plusieurs mois. En Allemagne, la coalition de Scholz, je sais plus combien de temps ça a pris, mais plus d'un mois, hein. Hmm. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va probablement avoir un changement de mode de scrutin pour les prochaines élections législatives et qu'on passera au vote de la proportionnelle. Mais je sais pas. Honnêtement, je vois pas Michel Barnier déposer un projet de loi sur la proportionnelle dans les mois qui viennent. On verra. Pas de NFP avec un mode proportionnel. Avec une élection proportionnelle, il y a moins besoin de faire alliance avant l'élection, oui. C'est moins nécessaire. Donc il y aura peut-être plus de NFP, oui. Il n'y aura pas de NFP, il n'y aura pas d'alliance avant l'élection, parce que c'est pas nécessaire, mais il y aura probablement toujours une alliance après l'élection au Parlement. Je sais pas. Je me demande bien quel mode de scrutin proportionnel est-ce qu'il va présenter. J'ai vraiment du mal. Bon, là, de toutes les manières, là, on est dans le marathon budgétaire jusqu'à décembre, donc ça, il faut s'attendre à ce qu'on parle essentiellement de ça. Mais à partir de janvier, sur quel projet de loi? Alors, ils nous ont annoncé un projet de loi immigration. On verra à quel moment il sera discuté. Hmm. Rappelle ce que c'est que la proportionnelle pour les nouveaux. La proportionnelle, c'est un autre mode de scrutin pour composer une Assemblée nationale. Aujourd'hui, on a 577 députés qui sont élus au scrutin majoritaire. Ça veut dire que dans 577 circonscriptions, on fait une petite élection majoritaire. Chaque député a gagné sa circo à un scrutin majoritaire, un peu comme une petite présidentielle, si vous voulez. C'est ça le scrutin majoritaire. Une élection proportionnelle, c'est un mode de fonctionnement très différent. C'est ce qu'on a par exemple aux européennes, c'est ce qu'on a au municipal, dans les grandes villes, et c'est ce qu'on a au régional. C'est-à-dire que vous ne votez pas pour un député, vous votez pour une liste de députés, et les sièges dans l'hémicycle de l'Assemblée sont répartis à la proportion du nombre de voix qu'ont obtenu chaque liste. Donc si la liste machin a fait 10% des voix, eh ben elle a 10% des sièges à l'Assemblée. C'est ça, schématiquement, une élection proportionnelle. Donc, donc voilà. Avec la proportionnelle qui est en charge de chaque circonscription. Il n'y a plus de circonscription. Il n'y a pas besoin de circonscription, il n'y en a plus. Ça veut dire que chaque parti devrait présenter 577 candidats? Oui. Attention. Si on fait une élection proportionnelle intégrale, alors il faut, intégrale nationale, hein, alors il faut que chaque parti présente 577 candidats, oui. Mais si on fait un scrutin proportionnel par département, c'est moins. Et dans chaque département, on fait une proportionnelle. La proportionnelle ne nécessite pas un changement dans la Constitution. Non. Non, non, c'est une loi.
C'est une loi qui précise le mode de scrutin. Il n'y a pas besoin de changer la Constitution pour changer le mode de scrutin. Pour changer ce mode de scrutin-là, je précise. Euh, Une gauche éclatée ou unie ferait pas loin du même nombre de députés. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas besoin de faire des alliances électorales dans un scrutin proportionnel. Sur le bureau de vote, vous aurez une liste LFI, une liste communiste, une liste écolo, une liste socialiste. Vous votez pour qui vous voulez, on s'en branle. Ils n'ont pas besoin de se rassembler pour faire une seule et même liste, ça leur apporte pas plus de voix. Même par département? Oui, même par département. Puisque l'intérêt, pour un électeur de gauche, l'intérêt d'avoir un scrutin proportionnel, c'est qu'aucune voix n'est perdue. Aucune voix n'est perdue. Quelle que soit la liste de gauche que vous prenez sur la table, c'est une voix pour la gauche. Elle comptera dans le calcul du nombre de députés à gauche. Donc, c'est bon. Si par contre, parce qu'aujourd'hui, dans les circos avec le scrutin majoritaire, il y a des voix qui servent à rien. Sauf s'il y a des seuils. Sauf s'il y a des seuils. Sauf effectivement si on fait un système de seuil, où là, il faut que la liste fasse au moins 5% ou 10%, j'en sais rien, pour avoir des députés. Il y a un autre truc. Il y a un autre truc qui pourrait fonctionner à la proportionnelle aussi, c'est la prime majoritaire. Ça a été réclamé par Marine Le Pen, ça existe aux élections régionales. La prime majoritaire, c'est la liste qui arrive en tête, quel que soit son score, hein, juste qu'elle arrive devant les autres. Celle qui arrive en tête a une prime en nombre de sièges qui lui sont automatiquement attribués. Ça permet de garantir des majorités stables. Là, s'il y a une prime majoritaire, là, ça devient intéressant de faire des alliances avant l'élection. Là, ça devient intéressant pour les partis de gauche de faire une liste commune. Parce que si t'arrives en tête, pactole. Je suis pas d'accord, le souci d'une proportionnelle pour la gauche, c'est les querelles au sein de la gauche, et je trouve que ça affaiblit l'image de la gauche aux yeux de gens qui sont pas de gauche de base. Mais je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Aujourd'hui, le NFP, il y a des gens qui aiment pas le NFP, parce qu'il y a LFI dedans, c'est nul. On préférait qu'il n'y ait pas LFI. Puis il y a aussi d'autres gens qui trouvent que c'est chiant d'avoir les socialistes dans le NFP, parce qu'on préfère la gauche non socialiste. Et bah avec une proportionnelle où chacun présente sa liste, t'as plus le problème. Chacun vote pour sa liste. Celui qui aime pas LFI, il vote socialiste. Celui qui aime pas les socialistes, il vote LFI. Tout le monde est content. La diversité de la gauche, je trouve ça plus une chance qu'un défaut. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Hein. La gauche est plurielle, elle a toujours été plurielle. C'est pas dangereux la prime majoritaire, genre Le Pen, elle pourrait avoir une majorité à l'Assemblée. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah évidemment. Les règles s'appliquent à tout le monde. Ce qui est chouette pour toi quand tu gagnes est aussi chouette pour les autres quand ils gagnent. C'était... Oui, oui, oui. Oui, par définition, oui. Ça marche dans les deux sens, quoi. C'est oui, voilà.
Sous Mitterrand, ça s'était passé comment le processus aboutissant à la réforme du mode de scrutin? C'était une promesse du programme commun. C'était une promesse du programme commun du Parti communiste et du Parti socialiste qui s'étaient mis d'accord en disant c'est mieux la proportionnelle que le scrutin majoritaire, il faut arrêter avec le scrutin majoritaire, donc on va faire une proportionnelle. Ils ont fait une proportionnelle, moralité de l'histoire, c'est la droite qui a gagné et l'extrême droite est entrée au Parlement. Bravo la gauche. Ça valait le coup, hein. Voilà pourquoi la gauche n'a plus jamais refait de scrutin proportionnel. Ça n'a pas laissé un bon souvenir. Mais bon, c'est revenu. C'est revenu dans les propositions et aujourd'hui, le scrutin proportionnel est défendu par LFI, défendu par le PCF, il est défendu par les écolos, il est un peu moins défendu par les socialistes, mais ça commence à monter aussi. Disons qu'aujourd'hui, c'est un moyen d'éviter une majorité RN. Tu sais que c'est ouf parce que, quand même, hein, les deux qualités. Quand on fait Sciences Po, et qu'on apprend le scrutin majoritaire, depuis 70 ans, on apprend la même chose. On apprend que le scrutin majoritaire a deux avantages. C'est qu'il est un excellent rempart à la progression de l'extrême droite dans la vie politique française et qu'il garantit d'avoir des majorités absolues, stables. Disons que depuis le 2022, on n'apprend plus ça. C'est ouf quand même. Hein. Le scrutin majoritaire n'est plus du tout un barrage au RN. Ça l'a été pendant des décennies, mais ça l'est plus du tout. Aujourd'hui, le RN gagne des circonscriptions. Le RN gagne des triangulaires. Le RN gagne des duels face à des partis installés et établis. Le RN, ils ont 130 députés à l'Assemblée. Tout va bien. Ça est la majorité absolue. Le scrutin majoritaire, c'est censé garantir d'avoir des majorités stables. Eh bah putain, paye ta majorité stable. On a 11 groupes à l'Assemblée nationale, les gars. 11 groupes. J'ai jamais vu ça. À une époque, il y avait la droite et la gauche. Hein. Grosso merdo, il y avait deux groupes. À peu près, à peu près. C'est ouf, hein. C'était nuancé, le scrutin majoritaire a permis de largement réduire le nombre de députés RN qu'il y aurait eu sous proportionnel. T'es sûr de ça? Moi, je t'invite à faire les calculs parce que je suis pas sûr que le RN aurait plus de députés en proportionnel. Hors prime majoritaire, on est bien d'accord. À vérifier. Je veux bien qu'on fasse les calculs si tu veux. Mais le RN, ils ont quand même fait 33% aux européennes. Hein. Faut refaire les calculs, faut vérifier. Naïvement, c'est un peu mauvaise foi de se dire démocratique et de choisir un mode de scrutin qui défavorise un bord politique. Ouais, heureusement que tu as commencé ton message par naïvement, parce qu'effectivement, peut-être que tu ne le savais pas, mais pendant longtemps, la démocratie se battait contre l'extrême droite. C'était même un réflexe de survie, en fait. Un mode de scrutin qui exclut l'extrême droite est un bon mode de scrutin. La phrase que je viens de prononcer est une phrase qui a été défendue par tous les républicains pendant un siècle et demi, tu vois. Alors aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, le RN, il faut les inviter partout, il faut leur cirer les bottes, il faut les accepter, il faut les laisser débattre avec tout le monde sur tous les sujets. Sinon, on est un méchant antidémocratique stalinien. Mais bon, figure-toi qu'il y a eu une époque où les nazis, on les butait, en fait. Et c'était même assez bien vu. C'est du militantisme, ça. Ouais, c'est du militantisme. Je suis en train de dire des banalités, et c'est devenu du militantisme.
de dire des trucs aussi débiles que ce que je suis en train de dire. Ça a été un truc communément admis par 90% de la population. L'extrême droite, c'est pas bien, le racisme, c'est pas bien, l'antisémitisme, c'est pas bien. Ces phrases-là étaient d'une banalité totale. C'était, voilà. Mais aujourd'hui, les prononcer, c'est être un militant. C'est être biaisé. Eh ben putain, on en est là. La société change. Ouais, bah oui, oui, je le vois bien. Oui, non, je le constate, je vois bien, je vois bien. C'est exactement ce que je suis en train de dire, la société change. L'antiracisme n'est plus un truc répandu. Ça devient un camp. Intolérant en plus. Mais c'est fou parce que je me dis qu'il y a une partie d'entre vous qui devait être née en l'an 2000 ou dans ces eaux-là. Et du coup, vous n'avez pas connu les années Chirac, vous n'avez pas connu la fin du mitterrandisme, etc. Vous n'avez pas connu l'époque où le président de la République répétait dans chaque allocution présidentielle qu'il fallait lutter contre l'extrémisme et le racisme. C'était banal. Mais c'était un président de droite. Hein. Président de droite, il prenait la parole, caméra, micro, bonjour. Il faut pas être raciste. Il faut lutter contre le racisme, il faut lutter contre la haine. C'était des trucs qui se disaient à l'époque. Hein. Donc, ah ouais, non, vous avez pas connu, ouais. Même les profs le disaient. Ouais, même les profs le disaient. Donc, donc voilà, donc c'est intéressant de garder en tête qu'effectivement la construction d'un modèle politique, d'un mode de scrutin, etc., n'est pas neutre. Il n'y a rien de neutre. Il n'existe pas, et ça je le redirai toujours, il n'existe pas de constitution parfaite comme un programme informatique parfait sans bug qui marche bien. Ça n'existe pas. Tout est affaire de contexte, de culture politique et de volonté. Vous pouvez avoir la volonté de lutter contre l'extrême droite, etc. Vous pouvez ne pas avoir cette volonté-là. Il existe des modes de scrutin différents. Il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Ils ont tous leurs qualités et leurs défauts. Et en fonction de la manière que vous avez d'envisager la politique, la légitimité, l'autorité, tout ça, vous allez avoir une préférence pour un scrutin plutôt qu'un autre. Voilà. Donc, gardez ça en tête. Gardez ça en tête. Et je vais vous inviter à passer une bonne soirée. Je vais vous inviter à passer une bonne soirée. Je regarde si on fait un raid, mais je pense qu'on va pas en faire. Je pense qu'on va pas faire de raid. On va aller se coucher tranquillement. Merci d'avoir été là. Je vous fais des zoubis. Demain, je stream. Je sais pas à quelle heure. N'oubliez pas d'acheter mon livre. Il est bien. Chez votre libraire. Ou sur point d'exclamation livre dans le chat. Bonne soirée. Amusez-vous bien. C'était chouette de discuter avec vous. Et je vous dis à demain. Salut tout le monde. Bye bye.